Ouais, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Mathieu Babiard, je m'occupe entre autres, de la valorisation des données du réseau Défi. Et puis aujourd'hui, je serai votre animateur pour ce webinaire. On est très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la saison 2 des webinaires du réseau Défi Ferme. Donc la série de webinaires qui revient sur les résultats et les travaux de terrain du réseau Défi. Peut-être en attendant que les derniers arrivent, on voulait vous rappeler un petit peu pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas forcément, ce qu'est le réseau Défi. Bon, le réseau Défi, donc c'est un réseau multipartenarial qui est financé dans le cadre du plan Ecofito et qui est financé pour réaliser deux missions principales. La première, c'est d'accompagner des agriculteurs et agricultrices dans leur démarche de réduction d'utilisation des produits phytosanitaires. Et la deuxième, c'est de produire des connaissances et des références qui sont appropriables par d'autres agriculteurs, d'autres conseillers sur les pratiques et les systèmes qui sont économes en produits phytosanitaires. Cette production de référence, en fait, il y a deux façons de la faire. La première, c'est sur la collecte de données techniques sur tous les systèmes qu'on peut suivre. Et puis la deuxième, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est en compilant des retours d'expérience et des témoignages issus d'expériences du terrain. À ce jour, le réseau Défi, il est constitué à la fois du réseau Défi Ferme, donc d'un réseau de 2000 fermes, 2000 agriculteurs et agricultrices qui sont volontaires pour travailler sur leurs pratiques agricoles, en fait, avec l'objectif de réduire l'utilisation de produits phytosanitaires. Et puis ce réseau Défi Ferme est jumelé avec un réseau qu'on appelle le réseau Défi XP, qui a lancé en 2025 une nouvelle vague de renouvellement avec de nouveaux projets d'expérimentation cette fois-ci pour évaluer des systèmes de culture innovants qui utilisent des produits phytosanitaires en ultime recours. Le réseau Défi, c'est un réseau qui est réparti sur l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarin. Et puis, c'est un réseau qui couvre ou qui embarque toutes les filières de production végétale. Donc, on a les grandes cultures et polyculture élevage, on a les filières de viticulture, arboriculture, les cultures légumières et maraîchage, et puis on a l'horticulture et les cultures tropicales. Le réseau Défi rassemble aussi, comme je vous l'ai dit, c'est un réseau multipartenariat, il rassemble tous les acteurs de la R&D ou du développement agricole. Donc alors, évidemment les chambres d'agriculture, les réseaux CIVAM, le réseau bio, les instituts techniques et puis les organismes de recherche, donc le CIRAD, l'INRA notamment. Pour plus de détails, de toute façon, on vous met dans le chat ou en description de la vidéo pour ceux qui regardent le replay, on vous met le lien de notre page Ecofitopic sur laquelle vous pourrez trouver tous les détails sur le réseau Défi. On en profite aussi pour vous rappeler que sur ce site Ecofitopic, vous pourrez retrouver l'ensemble des productions du réseau Défi. Donc vous pourrez retrouver des fiches techniques rédigées par les ingénieurs réseau Défi, des vidéos qui racontent leur retour d'expérience, leur retour de terrain. Et puis vous pourrez aussi trouver des synthèses de résultats, dont la synthèse qu'on a rédigée à l'occasion des 10 ans, qui démontrait la possibilité de réduire fortement l'usage des produits phytosanitaires à l'échelle française. Dans cette série de webinaires, en fait, on revient sur les témoignages et les résultats de terrain qui permettent de soutenir cette démonstration macroscopique à échelle nationale. Avant de laisser place aux interventions et au sujet du jour, un petit point logistique. Vous pourrez poser toutes vos questions. Je ne sais pas si vous voyez dans la barre du haut, dans l'onglet Q&R. Donc on prendra un petit temps après chaque présentation pour y répondre. Et puis, on vous rappelle aussi que ce webinaire est enregistré et puis que donc, vous pourrez retrouver tous les liens qu'on met dans le chat, dans la description, et surtout que vous pourrez retrouver le replay sur notre chaîne YouTube si vous vous êtes inscrit via le formulaire, on vous l'enverra même par mail. Aujourd'hui, on accueille deux ingénieurs réseau de la filière grande culture et polyculture élevage, qui sont Jean-Luc Pull et Aude Bonnefou, qui vont partager leur retour d'expérience sur le pâturage, alors à la fois de couverts végétaux et le déprimage de céréales. En fait, dans l'expérience du réseau Défi, l'interaction entre grande culture ou culture et polyculture élevage, c'est un facteur qui contribue fortement à réduire l'utilisation de produits phytosanitaires. Alors, on peut penser par exemple à à l'introduction de prairies, de luzernes, de métailles ou d'autres cultures étouffantes qui participent à maîtriser les adventices, ou même à l'utilisation de couverts végétaux qui peuvent être valorisés et qui participent à cette maîtrise-là aussi. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on est heureux de vous partager l'expertise de nos collègues sur ce sujet. Jean-Luc, tu es notre premier intervenant et toi, tu es ingénieur réseau défi à la Chambre d'agriculture de l'Aude. Tu animes un Oui, groupe de 12 polyculteurs éleveurs
alors dont certains sont en bio et qui sont répartis sur la partie ouest de l'Aude. Votre objectif, votre sujet de travail en commun, c'est de travailler sur l'autonomie fourragère de tous ces élevages, tout en limitant leur impact environnemental. Et alors, dans vos thématiques de travail, vous travaillez notamment sur limiter l'impact environnemental parce que beaucoup d'entre eux sont en zone vulnérable. Et vous avez travaillé donc sur je crois, l'introduction de prairies et de couverts. En tout cas, vous pouvez retrouver l'intégralité des productions et des travaux du groupe de Jean-Luc sur leur page Ecofitopic qu'on vous met dans le chat et en description. Plus particulièrement, vous avez travaillé sur l'introduction de couverts et c'est ce qui vous a amené finalement à réfléchir à ce sujet dont tu vas nous parler aujourd'hui, qui est le pâturage et la valorisation de ces couverts par le troupeau et les animaux. Jean-Luc, je te laisse la main pour partager vos résultats et ta présentation. D'accord, merci Mathieu. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je ne vais pas me représenter puisque Mathieu l'a déjà fait. Et effectivement, je vais vous parler un petit peu de la première partie qui est le pâturage du couvert chez des éleveurs et chez des céréaliers aussi, puisqu'il y a à la fois les deux qui sont développés. Euh, donc une belle photo qui démontre un petit peu ce qui peut être fait. Alors il est vrai que ces travaux qui sont menés à la fois au sein du groupe défi, mais pas que, portent essentiellement sur la mise en place de complémentarité avec l'espèce ovine. Je ne travaille pas avec des pâturages et des bovins. Donc, qu'est-ce qu'on recherche à travers ceci? C'est d'essayer d'offrir des alternatives à la gestion des couverts dans les milieux, donc grandes cultures. C'est gagner en autonomie donc sur les intrants, l'amélioration des sols, tendre vers une baisse et une réduction de l'IFT, notamment pour la destruction de ces couverts, et effectivement consolider à terme la viabilité de la ferme. Bien géré, bien mené, il faut essayer d'établir un partenariat gagnant-gagnant. Cette complémentarité éleveur céréalier, au niveau de l'éleveur, la première chose, c'est de rechercher une alimentation pour le troupeau. Mais il y a toute la difficulté de créer des lots, comment on gère la problématique des clôtures, le gardiennage, les abris, les points d'abreuvement, etc. Les déplacements ne sont pas neutres si on a un parcellaire qui est très très morcelé et notamment avec les traversées de route. Écoutez donc plutôt grande culture. On va rechercher quoi? Mais la principale chose, c'est la destruction du couvert. Est-ce que celui-ci sera suffisant, sera bien fait? Quels sont les effets de la présence d'animaux? Y a-t-il des dégâts? Le tassement? Quel est l'intérêt au niveau de la fertilisation organique, donc des éjections? Comment évolue un petit peu à terme la vie du sol? Et quelles sont aussi les interactions au niveau du stockage du carbone? Donc tout ça, c'est une entente et une discussion qui est à mettre en place à la fois entre l'éleveur et entre le céréalier pour déterminer effectivement les périodes de pâturage, comment on répartit les tâches, et on va le voir un petit peu plus loin, mais surtout, c'est la mise en place de ces couverts ou les cultures déjà présentes. Quels sont les choix qui sont faits un petit peu au travers de tout ceci, et ça détermine effectivement ces fameuses conditions de partenariat. Dans les choix des espèces qui sont mises en place, initialement, les exploitations sur lesquelles je commençais à travailler là-dessus, c'était des couverts uniquement à base de légumineuses, parce qu'on était aussi dans des systèmes bio et qu'on recherchait au niveau de la grande culture d'amener de la biomasse, donc de la matière organique, et d'amener aussi des reliquats azotés. Très rapidement, on s'est aperçu qu'il y a des espèces qui correspondent bien au pâturage des ovins, mais que d'autres ne correspondent pas du tout, avec certains risques, voire et aussi déjà en termes d'appétence. Donc,
Les couverts essentiels qui sont composés de graminées, aussi bien fourragères que céréalières, on va retrouver effectivement les plantes qui sont très appétantes, que sont l'avoine. Ensuite, on retrouve aisément donc tout ce qui est un petit peu à base de raie gras, mais chez les céréaliers, souvent, on n'a même pas besoin d'avoir ce problème d'implantation. On a découvert aussi un petit peu à base de crucifères, notamment les colzas fourragers. Au niveau des légumineuses, on va retrouver plutôt des vesses, des trèfles, de la luzerne, pardon, et féveroles, mais je reviendrai sur la composition de ceux-ci. Et on peut trouver effectivement, dans une moindre mesure, notamment la facilie, que l'on associe souvent avec des couverts de féveroles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quand même faire attention un petit peu à la toxicité, mais je vais dire que la problématique, c'est plutôt au niveau des animaux, la transition alimentaire qu'il faut essayer de mettre en place, parce qu'on ne peut pas modifier le régime alimentaire comme ça, spontanément, en passant d'une alimentation plutôt typée graminées et puis partir sur des couverts de légumineuses. Des points au niveau de la toxicité, très peu de cas. Donc, généralement, on n'a pas de gros soucis de plantes toxiques, si ce n'est qu'il faut faire attention à certaines plantes. Un des soucis reste quand même les légumineuses. S'il n'y a pas de transition alimentaire suffisamment respecté, s'il n'y a pas d'apport de fibres dans la ration à ce moment-là, on peut avoir des problèmes de météorisation. Sur les sorgho, quelques risques, mais de moins en moins avec les variétés que l'on a à disposition de toxicité vis-à-vis de l'acide cyanhydrique. Dès qu'on pâture des sorgho au-dessus de 40 cm, c'est inexistant. Et puis après, bon, on peut rencontrer des problématiques par rapport à la flore spontanée. Alors chez nous, on a les problèmes que l'on rencontre, ce sont, moi je suis sur une zone où on a des secteurs avec des problématiques de senesson du cap. Fort heureusement, généralement, les brebis ne le consomment pas. Euh, et il est fortement toxique, essentiellement sur les équins. Et ensuite, bon, on commence à avoir des problématiques au niveau de l'ambroisie, voire peut-être des zones au niveau datura. Donc, les animaux, est-ce qu'ils peuvent manger tout? Est-ce qu'ils peuvent refuser? Effectivement, ben, ils sont comme tout le monde. Il y a des plantes qu'ils apprécient très bien, et puis il y en a d'autres qu'ils apprécient beaucoup moins. Au niveau des couverts, l'espèce qui est à éviter pour du pâturage, notamment en ovin, mais en bovin, ça l'est aussi, c'est la féverolle. La féverolle en verre, sur pied, c'est une plante qui est pas consommée ou vraiment très très peu. Ensuite, sur la majorité, on n'a pas de gros gros problèmes. Alors effectivement, tout ce qui est à base de graminées, ça a toujours beaucoup plus d'appétence. Les trèfles aussi, la vesse aussi. Les crucifères sont quand même, dont les choux colza fourragers, pardon, sont quand même très, très intéressants. Et je veux dire que les sorgho, les mois sont bien consommés, avec peut-être un petit peu plus de déchets selon le développement de la plante. Donc, pour la partie céréalier, lui, la mise en place de couverts, il faut qu'il y recherche un intérêt au niveau du sol, forcément. Donc, lorsqu'on on met en place un couvert qu'on le détruit, l'intégralité du couvert sera restituée au sol. Donc cette biomasse ainsi que tous les éléments fertilisants principaux NPK seront restitués au sol, aussi bien pour la partie aérienne que la partie racinaire. Donc tout ça, c'est le bénéfice à 100% de la destruction d'un couvert sur une parcelle céréalière. Si on le fait pâturer, donc effectivement, forcément, eh ben, toute la partie aérienne, l'essentiel de la partie aérienne est consommé par les animaux.
Donc, on va avoir quand même une restitution qui sera moindre, mais on aura une restitution qui sera compensée en partie par les déjections animales, donc urine, fesses, et on récupérera de toute façon la restitution de cette biomasse au niveau de la partie racinaire. Donc, comme je le disais, tout n'est pas restitué si on ne consomme pas les animaux, mais il a été mesuré des restitutions qui sont faites au travers de l'apport des urines et des fesses des animaux, sous condition quand même effectivement que ces animaux restent, on va dire, 24 heures sur la parcelle. Donc, ils ne sont pas sortis pour la partie nuit et ils sont mis en bâtiment ou ailleurs, auquel cas on n'aurait pas ces restitutions-là. Mais des animaux restant 24 heures sur 24 en présence sur le couvert, on a une restitution au niveau de l'azote, qui est de 75% du couvert consommé. Donc quand même, on récupère la quasi-totalité des éléments fertilisants. Il en est de même pour le phosphore et la potasse. Donc, effectivement, ça reste quand même relativement intéressant pour la partie fertilisation, d'autant plus que quand même on apporte aussi de la matière organique liée aux animaux, donc avec les fesses, mais forcément, on aura moins de stockage de cette biomasse et moins de stockage en carbone. Donc, plus de restitution en éléments directement assimilables et moins de stockage de carbone et de matière organique sur le long terme sur la parcelle comparé à des couverts qui seraient éventuellement broyés. Alors, un des points qui est quand même relativement important et qui a été mesuré, c'est que sur les parcellaires qui sont généralement pâturés, euh, on voit apparaître quand même une diminution des populations de limaces. Donc ça, selon les périodes de semis, selon les années climatiques, où on peut avoir de fortes pressions de limaces, qui poussent forcément à l'utilisation euh, de phyto, on a quand même cet intérêt par rapport à ça. Alors, les limaces disparaissent parce qu'on a une perturbation liée tout simplement au pâturage. Parce qu'ici, on parle des limaces. Moi, ce que j'ai mesuré dans mon secteur aussi, c'est qu'il y avait un effet très bénéfique par rapport à des problématiques de campagnol que l'on peut retrouver. Et ça, lié tout simplement au piétinement et la destruction des galeries. Donc, la mise en place de cette technique-là, lorsqu'elle fait appel à deux individus séparément, ce n'est pas un éleveur qui pâture sur ses propres parcelles en grande culture, repose sur d'abord plusieurs questions, mais la première question, ça reste de toute façon une confiance mutuelle entre les deux intervenants, où chacun doit essayer de mesurer et de retrouver l'intérêt qu'il peut en avoir, aussi bien pour la partie élevage, en matière d'autonomie alimentaire, de diversification alimentaire aussi, et pour la partie céréalière, c'est d'en mesurer l'intérêt avec des destructions mécaniques et non plus l'utilisation de destruction chimique, donc réduction de l'utilisation de produits phytosanitaires, réduction quand même d'autres intrants et notamment aussi de mécanisation liée à la destruction. Gros avantage aussi de pâturage, notamment sur des espèces envahissantes type raisin en grande culture, où les animaux, sur les périodes d'hiver, vont aller pâturer des raigrins qui, de toute façon, diminueront forcément les risques de dissémination par floraison de ces raigrins dans les grandes cultures. Donc, il y a des travaux qui sont menés très bien là-dessus. Et puis, on retrouve pas mal de diversité et d'exemples de mise en place de ces pâturages de couverts, de ces alliances qu'il peut y avoir donc, entre éleveurs et céréaliers,
donc notamment au niveau de l'Institut de l'élevage, avec toute l'étude qui est faite autour de Interagir. Donc il y a des publications, il y a des vidéos intéressantes, ou aussi bien sur Brebis Linux, où on retrouve un petit peu tout ceci. Et qui va un petit peu plus loin au niveau notamment des relations qu'il peut y avoir d'un point de vue réglementaire et juridique, et surtout vis-à-vis des éleveurs, mais même aussi d'un céréalier, tout ce qui a trait à la réglementation de la PAC. Merci beaucoup Jean-Luc. Donc c'est le moment où qu'on peut prendre un petit peu pour échanger ensemble. Si vous avez des questions suite à la présentation de Jean-Luc, on vous invite à les poser dans l'onglet Q&R juste en haut. En tout cas, on a déjà plusieurs questions qui sont arrivées pendant ton intervention, Jean-Luc. Il y a Marie-Pierre Lard qui demande, donc tu as mentionné le fait que l'ambroisie pouvait être toxique ou en tout cas était à éviter dans les pâturages d'interculture. Est-ce que tu peux préciser peut-être pourquoi c'est toxique, comment c'est toxique? Alors non, je ne peux pas préciser en tant que tel. L'ambroisie, par définition, toutes ces plantes envahissantes euh, sont référencées toxiques. Le problème de la mesure de la toxicité, c'est le quantitatif. Donc l'ambroisier, moi ce que j'ai constaté, c'est que les brebis consommaient de l'ambroisie plutôt en début de cycle, euh, ou pas rencontrer de problématiques là-dessus, et sur des périodes plutôt fin d'été, euh, sur d'ambroisie qui se développait en périphérie de parcelles de sorgho, il n'y a pas de consommation. Donc, toxicité, oui, mais j'ai pas plus d'infos là-dessus. Idem sur, avec le sonosant. D'accord. Il y a une question qui enchaîne sur donc tu as parlé des couverts qui sont pâturés et sur la destruction du couvert. Est-ce qu'il faut envisager une destruction supplémentaire du couvert après le pâturage? Alors, ça, c'est une bonne question parce que tout dépend de la façon et la pression que l'on met au niveau du pâturage. Mais généralement, oui, il y a quand même une reprise de destruction sur ces couverts-là, quoi. Euh, à minima, il y a quand même un travail de sol léger, type discage ou vibro, pour finir de détruire ces couverts. Et est-ce que tu as quand même l'impression que c'est un travail qui est facilité par la réduction du couvert? Ah Ou pas oui, forcément? forcément, parce que sur des couverts d'été, par exemple, on aurait des biomasses très importantes. Euh, je pense par rapport à des sorgho, ouais, ou des millet. Donc, oui, effectivement, ça réduit fortement ce travail-là. Je- Euh, Petit inconvénient sur des couverts d'hiver, c'est que généralement, la période de pâturage dans nos régions, en couvert d'hiver, devient intéressante à cette période ici. Et donc, en fait, on peut retarder, c'est l'effet peut-être un petit peu négatif, on peut retarder la sortie des animaux des parcelles et la reprise du travail du sol pour la mise en place de cultures de printemps. Quand tu dis que ça devient intéressant à cette période, ça devient intéressant pourquoi? En termes de biomasse ou en termes Alors, tout de à fait. complémentarité par rapport à la disponibilité des autres ressources? Tout à fait. Alors, c'est surtout pour la partie éleveur, hein. Les couverts se développent quand même relativement un peu sur le mois de janvier, février. Hmm. Par contre, dès qu'on rentre au mois de mars, on a quand même une explosion de la végétation. Et là, ça devient très intéressant en termes d'autonomie alimentaire pour les éleveurs. Mais c'est là où il faut trouver l'entente entre le céréalier et l'éleveur. À quel moment on libère la parcelle pour que le céréalier reprenne aussi son activité euh, de grande culture. Entendu, justement, ça fait un peu le lien, parce que là, tu nous as parlé donc tu nous as parlé de couvert d'été, couvert d'hiver. Il y a Alban Brisset qui demande si cette technique dont tu as parlé, elle est valable sur couvert court ou long, ou est-ce qu'elle est valable même sur les deux?
Alors, cette technique, elle est, je pense, valable sur les deux. Moi, ce que je constate hein, par rapport un petit peu aux échanges, aux essais que l'on essaye de mettre en place, c'est que pour fédérer, fidéliser un petit peu ces complémentarités qui ne reposent pas sur un échange financier. Euh, Si on va vers l'échange financier, on va vers de l'achat de stocks sur pied. Et pour moi, c'est autre chose. Le pâturage découvert, c'est du gagnant-gagnant et il n'y a pas un échange pécunier qui doit se mettre en place. Par contre, il y a une nécessité, notamment sur les périodes hivernales. Au travers de ces couverts, il faut quand même, sur les exploitations de grandes cultures, il faut une partie de surface très porteuse. L'idéal serait d'avoir des prairies, ou alors l'exploitation concerne quelques landes, parce qu'il y a des périodes où vraiment les conditions météo sont exécrables, en pluie, et que donc il faut des zones de repli où les animaux ne peuvent pas, surtout si on est un sol argileux, se retrouver sur des parcelles de couverts à faible développement sur les mois de décembre, janvier. Mhm. Justement, tu parles de ce partenariat et on a qui doit être gagnant-gagnant et on a une question qui va dans ce sens-là. Est-ce que vous avez, avec votre groupe ou avec tes agriculteurs, des éléments économiques chiffrés sur les intérêts de ces interactions pour les céréaliers, en termes de restitution de fertilisation, en termes de désherbage, en termes d'usage de phytosanitaires, de mécanique, etc. Non, pas suffisamment aujourd'hui pour avancer encore des chiffres. Mais après, il y a Ouais. d'autres projets qui l'ont fait. C'est-à-dire que toi, tu as Oui, beaucoup travaillé sur le partenariat et la complémentarité. Et il y a d'autres projets qui se sont lancés là-dessus. Enfin, tu as parlé du projet Possif. Il y en a beaucoup qui ont chiffré ça déjà. aujourd'hui, je travaille beaucoup plus sur le choix des espèces euh, de côté donc en grande culture. Et je pense qu'il faut aussi travailler sur le type d'animaux à y mettre dessus. Parce qu'au niveau des ovins, ils ne se comportent pas tous. Selon les races, ils ne se comportent pas de la même façon. Ils n'ont pas les mêmes risques alimentaires les uns les autres. Donc il y a aussi des choix de type de troupeau qui sont peut-être à regarder dans certaines situations. Mais justement, ça se rapproche aussi de la question suivante posée par le même spectateur, Thibaut Juvénal. La question, c'est de savoir s'il y avait un stade de pâturage ou peut-être une durée de pâturage à partir de laquelle l'effet est devenu plus néfaste qu'autre chose, par tassement des sols, s'ils sont trop humides, etc. Donc tu as parlé des bonnes conditions de pâturage, j'imagine que ça s'en rapproche. Oui, alors effectivement, côté éleveur, ça nécessite quand même un petit peu l'apprentissage d'un bon pâturage. Je ne dis pas on n'est pas dans du pâturage tournant, mais on ne peut pas exercer la même pression avec les animaux en conditions sèches sur ces parcelles ou si on est en conditions humides, si on est sur des sols argileux ou si on est sur des sols sablo-limoneux. Donc ça aussi, forcément, il y a pas de règle euh, très définie. Ce n'est quand même qu'au cas par cas et il y a une logique un petit peu d'utilisation d'avancée des troupeaux, parce que ça repose quand même de façon assez importante sur du gardiennage, hein, malgré tout, parce qu'on ne met pas des clôtures partout dans les zones de grande culture, hein. On se sert de filets, on fait des parcs comme ça, mais enfin, il y a une partie aussi de gardiennage. Donc, c'est une adaptation un petit peu à la fois au potentiel de la ressource euh, et à la fois aussi aux conditions climatiques et de sol euh, pour éviter des dégâts sur les parcelles. Encore une fois, je le dis, c'est beaucoup plus facile quand même de le pratiquer avec des ovins qu'avec des bovins, notamment pour les pâturages hivernaux. Notamment pour les questions de portance, évidemment. Donc là, tu nous as quand même beaucoup parlé de cette entente, enfin de cette bonne entente qu'il faut trouver, de ce compromis, etc., sur où est-ce qu'on pâture, comment on gère les clôtures. Il y a une dernière question pour toi qui va dans ce sens-là. Est-ce que c'est un contrat qui est un partenariat qui est formalisé
sous forme de contrat quasiment, ou est-ce que c'est un accord plutôt informel? Et est-ce que tu as déjà rencontré des cas de désaccord ou des cas de problèmes en termes de relations si jamais le pâturage n'est pas forcément respecté ou que le sol est abîmé? Donc comment est-ce Alors, qu'ils formalisent ça? Est-ce que c'est juste une poignée de main ou un contrat? Et puis est-ce que tu as déjà vu des cas où ça se passait mal? alors, pour l'instant, nous, on en est sur des contrats informels. On en est plus sur la discussion de mise en place des choix découverts, euh, sur les opportunités à trouver des zones de repli pour les conditions météo très difficiles, parce que sinon, en fait, c'est l'éleveur hein, qui restera pas. Parce que je parle là d'éleveurs qui viennent de zones beaucoup plus éloignées. Donc, en fait, ils font de la transhumance en hiver, hein. Euh, mais il n'y a pas de contrat signé. On n'est pas dans des contrats comme les contrats légumineuses. Alors, je ne dis pas qu'à terme, on pourrait vivre sans. Mais on n'est pas, moi, je ne suis pas dans une région où il y a une pression de la demande du monde d'élevage à aller pâturer sur des couverts. Donc, c'est une pratique encore euh, qui est naissante. Elle a de gros intérêts, à la fois pour les deux, mais il faut arriver à bien déterminer un petit peu ces ententes-là. Et t'as jamais rencontré de cas où ça s'est mal passé ou alors de cas où il a fallu trancher enfin, sur un désaccord? Non, pas à ce jour. Ok. Pas à ce jour. Les gros soucis qu'on rencontre dans les discussions, c'est plus que aujourd'hui la réglementation PAC est pas très bien adaptée à ce genre de pratique. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est pour moi un des principaux freins au développement de ces techniques. Entendu. Merci beaucoup Jean-Luc. En tout cas, tu vois qu'il y a quelques questions encore qui peuvent arriver dans l'onglet QR, donc je te laisserai y répondre par écrit pendant la présentation de Aude, si jamais tu as des éléments de réponse. On poursuit notre D'accord. webinaire avec Aude Bonnefous. Aude, tu es ingénieur réseau à la Chambre d'agriculture de l'Aveyron sur le secteur du Ségala et tu animes un groupe de 10 polyculteurs éleveurs. Dans ton groupe, il y a des agriculteurs qui sont spécialisés en bovin lait, mais tu en as aussi, je crois, qui sont en bovin viande ou en ovin. Et la thématique de travail commune sur laquelle ils se sont retrouvés quelque part, c'est celle de l'amélioration de la fertilité du sol via la réduction du travail du sol et puis la mise en place de couverts végétaux. Vous travaillez aussi depuis quelque temps sur la pérennité des prairies, tu m'as dit, et de toute façon, vous pouvez retrouver l'ensemble des résultats que Aude met à jour régulièrement sur la page Ecophytopic qu'on vous met dans le chat et en description du replay. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'une pratique que vous avez mis en place chez un éleveur de ton groupe et qui est légèrement différente de ce que nous a présenté Jean-Luc tout à l'heure, à savoir le déprimage des céréales, donc des céréales cultivées qu'on veut moissonner par des ovins. Aude, je te laisse la main pour nous partager vos travaux et vos résultats. Oui, merci Mathieu. Juste enfin, on va parler du déprimage des céréales par la suite, mais je voulais revenir à une image sur la présentation de Jean-Luc en donnant un exemple peut-être de couvert pâturé. Donc c'est sur l'exploitation qu'on va voir par la suite. Il y a eu, donc c'était l'été dernier, suite à la moisson du blé au mois de juillet, un couvert de radis, de navette, de colza, d'avoine, de seigle et de moa qui a été semé de suite après la moisson en fait. Et ce couvert, ben, à la base, il avait un intérêt plutôt agronomique et en fait, voilà, il a été pâturé en octobre par des vaches allaitantes. Et donc, ben, il a permis de passer plusieurs jours dans la parcelle et donc d'économiser un peu de foin. Et donc, ce couvert, à l'heure actuelle, hein, il est toujours dans la parcelle, il y a des repousses. En fait, c'est un couvert relais et il va être détruit probablement au moment du semis de la culture qui va suivre. Donc, je pense que ça va être de la luzerne. Voilà, donc c'était un exemple de couvert pâturé par des animaux et qui était très appétant finalement, puisque les vaches ont laissé seulement des tiges de radis. Donc voilà pour cet exemple. Et donc maintenant, ben, on va parler du déprimage des céréales. Alors j'ai marqué pâturage des céréales, mais en fait c'est
plus justement du déprimage, puisque c'est un pâturage très rapide. Donc, on va voir dans un premier temps le contexte pédoclimatique de l'exploitation. On verra quels sont les objectifs de l'éleveur et de l'expérimentation, le protocole qui a été mis en œuvre, et on verra voilà, ce qu'on a pu observer avant de faire le bilan de la technique. Donc, pour ce qui est du contexte pédoclimatique de l'exploitation, on se situe en Aveyron, sur la commune de Onay-le-Château, donc qui est près de Rodez. Vous voyez le point bleu sur la carte. En altitude, on est à peu près à 550 mètres pour cette parcelle-là. Le sol, c'est un sol de cosse, argilo-calcaire avec pas mal de cailloux. Donc sur cette exploitation, il y a plusieurs types de sols, mais là, en l'occurrence, l'expérimentation, elle a eu lieu sur une parcelle de cosse. C'est une exploitation de lycée agricole, du lycée Larocque, pour ceux qui connaissent. Et il y a 2 troupeaux d'animaux, donc il y a des bovins viande et des ovins viande. Donc aujourd'hui, on parlera surtout des ovins. Et donc l'assolement majoritaire sur cette exploitation, c'est des prairies temporaires et permanentes, des céréales d'hiver et de temps en temps des cultures d'été qui sont essayées. Alors, les objectifs de l'exploitation et du chef d'exploitation en particulier, c'est déjà de réduire les produits phyto sur l'exploitation. Le lycée est engagé dans pas mal de projets de réduction des phytos. Ensuite, il y a un objectif d'améliorer la fertilité du sol en réduisant le travail du sol, en utilisant plus de couverts. Un autre objectif, c'est de réduire le temps de travail au champ, parce que c'est de la main-d'œuvre essentiellement salariée sur l'exploitation du lycée, et du coup, c'est pas évident de combiner tous les emplois du temps. Du coup, voilà, l'idée, c'est de réduire le travail. Donc, cette expérimentation sur le déprimage des céréales, l'éleveur a tenté de mettre ça en place pour essayer de réduire la pression adventice et maladie dans la culture d'orge, pour limiter les phytos, justement, pour répondre au premier objectif de l'éleveur. Il y a aussi un objectif d'économie de fourrage, puisque c'était suite à la sécheresse de 2022 qui avait épuisé pas mal les stocks. Donc l'idée, c'était d'avoir un peu de fourrage sur pied à pâturer en période creuse, et faire des économies de paille aussi, puisque plus les animaux passent de temps à l'extérieur, moins il y a besoin de distribuer de la paille dedans. Voilà un peu le dispositif de l'expé. Donc, c'était une parcelle d'orge qui faisait un peu plus de 4 hectares. L'orge avait été semée au 20 octobre 2022. Donc, la moitié de la parcelle a été pâturée entre le 4 et le 27 février, sur 23 jours, au stade talage. Alors, le stade talage, c'est vraiment très important pour faire déprimer les céréales. Si on est avant le stade de talage, on risque d'abîmer les pieds d'orge par piétinement. Et si on fait pâturer après ce stade-là, les animaux risquent de consommer l'épi qui commence à monter dans la gaine. Donc, vraiment, il faut viser juste. Et donc, les brebis, voilà, elles étaient au nombre de 45. Et c'était des brebis viande qui étaient taries à ce moment-là. Et l'éleveur avait fait des paddocks de 1900 mètres carrés par jour. Voilà, donc tout à l'heure, j'ai calculé, ça faisait à peu près, alors il me semble que c'était 35 UGB à l'hectare, soit environ 230 brebis à l'hectare. Voilà, donc il a fait des paddocks de 1900 mètres carrés tous les jours, et il y avait un principe de fil avant, fil arrière, donc c'était comme du pâturage tournant finalement, pour éviter que les animaux reviennent en arrière sur les parties qui étaient déjà pâturées. Donc ce qu'on a pu observer déjà au mois d'avril, donc c'était
un mois et demi après à peu près, c'est qu'il y avait malheureusement plus de mauvaises herbes dans la partie qui était pâturée. Alors on a émis l'hypothèse que c'était à cause de la lumière qui a été créée dans le couvert d'orge par le pâturage des brebis. Donc du coup, les petites adventices qui étaient sous l'orge, elles se sont davantage développées dans la partie pâturée. Par contre, on avait moins de maladies dans cette partie pâturée. Et là, l'hypothèse, c'est que déjà les animaux, ils ont consommé une partie des feuilles qui commençaient à être malades, et qu'en plus, en prélevant de la biomasse, moins il y a de biomasse, disons, moins les maladies fongiques se développent, d'où la baisse des maladies. Et après, pour tout ce qui est couverture du sol par l'orge et stade de l'orge, il n'y avait pas de différence. Donc ça veut dire que même la céréale qui avait été pâturée, elle avait rattrapé, entre guillemets, son retard de stade. Donc tout en était au même stade au 25 avril. Et ensuite, à la récolte, donc on a fait des pesées. Donc on a mesuré le rendement en paille et le rendement en grain. Et on s'est aperçu qu'au niveau du rendement en paille, c'était quasi similaire entre la partie pâturée et la partie non pâturée, avec un léger avantage pour la partie pâturée. Et pour ce qui est du grain, par contre, il y avait 5,8 quintaux de plus dans la partie pâturée. Et ça, on l'explique du coup par la baisse de la pression fongique. En guise de bilan, ce qu'on peut dire, c'est que déjà l'éleveur était satisfait de la technique. Les animaux ont consommé 1,5 tonne de matière sèche en 23 jours sur 4,3 hectares. Donc ça faisait à peu près 350 kg de matière sèche par hectare. Le gain de rendement en grains, ça c'était un bonus, c'était pas prévu au départ, mais ça a été une bonne surprise. Il faut faire attention par contre, parce que c'est un essai qui a été mené pour le moment sur une seule année sur cette exploitation. Et du coup, on peut pas généraliser. C'était prévu que l'éleveur le refasse en 2024 avec des génisses cette fois, le troupeau donc de bovins. Mais les conditions n'étaient pas suffisamment importantes pour le faire. Et en 2025, c'est pareil, les céréales, elles n'étaient pas sur les parcelles les plus caillouteuses, c'était sur des argiles plutôt. Et du coup, l'éleveur n'a pas pu faire pâturer ces parcelles-là. Dans les points de vigilance, vraiment, c'est la portance du sol, je le répète, et le stade des céréales pour éviter de pénaliser le rendement si on pâture trop tôt ou trop tard. J'ai remis ici juste les liens d'une vidéo et d'une fiche qui nous ont servi donc à mettre en place le protocole expérimental. Et du coup, voilà, c'est un peu les documents sur lesquels on s'est appuyé. Ils reprennent un peu les chiffres en termes de surface de pâturage et de résultats obtenus. Et voilà, donc si vous avez des questions, je suis tout oui. Et oui, merci Aude. On a déjà pas mal de questions qui sont arrivées. La première était déjà une question de précision, parce que là, tu nous as présenté un exemple, mais peut-être que dans ton expérience, tu as rencontré plus de ces interactions-là. Est-ce que tu as déjà observé du déprimage de céréales entre deux fermes différentes, ou est-ce que c'est toujours une situation sur la même ferme où l'éleveur décide de déprimer ses propres céréales? Moi, j'ai observé qu'au sein d'une même exploitation. C'est vrai qu'en Aveyron, il y a beaucoup d'éleveurs, en fait, et du coup, ils ont leurs propres animaux qui consomment leurs propres parcelles. Ouais. Tu nous as présenté tes résultats sur un seul essai, une seule expérience quelque part, et tu as Oui. souligné qu'il y avait une différence en termes de pression d'adventice, que vous en aviez remarqué plus dans la partie qui avait été pâturée. Et donc il y a des questions sur ces adventices. Est-ce que c'est une flore qui s'est développée ensuite dans la suite de la culture de la céréale? Est-ce que c'est une flore qui a grainé? Est-ce qu'elle a concurrencé l'orge? Enfin voilà, on sait qu'il y a plein de paramètres qui influencent, on va dire,
l'impact des adventices sur la culture, la diversité des adventices, etc. Bon, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui. Alors effectivement, bon, il y avait plus d'adventices dans la partie pâturée. Pour autant, après, ça n'a pas forcément gêné la récolte. Il n'y a pas eu de soucis particuliers. Enfin, ça n'a pas pris le dessus finalement sur les céréales. C'était une flore adventice assez maîtrisable, d'autant plus qu'il y a eu un désherbage, donc pas de soucis particuliers pour la récolte. Ouais. Justement, sur cette question, il y a eu un désherbage sur les deux modalités, on va dire, de la parcelle, ou est-ce que c'était Ouais. uniquement sur la partie pâturée? Oui, donc en fait, c'était dans le plan déjà de cet agriculteur de passer un rattrapage, et voilà, il se trouve qu'il en a profité pour rattraper la zone qui était un petit peu plus, avec un peu plus de pression, c'est ça? Tout à fait. En fait, l'itinéraire technique a été changé par rapport aux pratiques habituelles de l'éleveur. Donc, les pratiques habituelles, c'est un désherbage et un fongi. Et du coup, voilà, on a vraiment fait les mêmes choses sur les deux parties de la parcelle. Heu, tiens, une dernière question, sur cette question des adventistes, peut-être avant de parler du sujet, fongies et maladies. Donc il y a Maïwenn, je crois, Deschamps, qui dit qu'il y avait des résultats, côté INRAE qui présentaient moins de pression après un pâturage de génisses, je crois. Est-ce que vous avez pu travailler avec l'INRAE pour voir un petit peu, pour comprendre cette différence de résultats et puis voir un petit peu s'il y avait, d'autres façons de faire? Non, effectivement, je me suis pas rapprochée de l'INRAE pour pour discuter de ça. Après, je sais pas, peut-être que c'est lié à la différence d'adventice, à une différence de pâturage, entre les génisses et les brebis. Je sais pas trop, une différence de conditions pédoclimatiques finalement. Je sais pas trop, je me suis pas renseignée, non. Merci beaucoup. Donc pendant que vous continuez à poser vos questions dans la partie QR, je voulais faire le lien un petit peu aussi entre, ce que tu as dit, c'est-à-dire donc tu as parlé des pressions adventices, du fait que, bon, finalement, même avec des pressions différentes, le programme herbicide avait été inchangé. Tu as aussi parlé de la pression maladie, donc de la pression fongique. Tu avais l'air de dire, en tout cas, que vous constatiez moins de pression fongique dans la partie pâturée. Et on sait qu'il y a quand même une étape entre le fait de constater plus ou moins de pression et le fait d'en arriver à plus ou moins de traitement. C'est-à-dire que là, tu l'as dit sur les adventices, en fait, oui, il y avait un peu plus de pression, mais ça n'a pas conduit à traiter plus. Sur la question des fongicides, vous avez remarqué moins de pression, mais est-ce que ça a conduit ou est-ce que ça pourrait conduire à traiter un petit peu moins? Hem, bon, ouais, effectivement, là, on est resté sur les pratiques habituelles de l'éleveur, à savoir un seul fonds. Donc là, pour le coup, dans cet essai, on n'a pas réduit l'utilisation des fongies. Par contre, vu l'hypothèse qu'on fait, enfin voilà, on estime que le pâturage réduit la pression fongique, donc effectivement, on aurait pu, faire une réduction de dose au moins pour cet essai-là. Après, c'est une exploitation où il n'y a qu'un seul fonds, donc on a fait le choix de ne pas le supprimer. Mais effectivement, sur des exploitations où il y a plusieurs fonds qui sont faits, ça pourrait valoir le coup d'en supprimer un, éventuellement pour voir le résultat. Merci pour ta réponse. On a une question de Quentin Delagarde. Est-ce que vous avez constaté une différence en termes de nombre de talles sur les céréales qui ont été pâturées? Alors, non. En fait, il se trouve que le déprimage a pas favorisé, enfin, on aurait pu penser que ça favoriserait le talage. Et en fait, non, il y a pas de différence. Je pense que le talage, il est surtout lié, en fait, aux conditions météo. Et du coup, le déprimage a plutôt eu l'effet, à mon avis, hein, de favoriser les tals déjà présents, plus que d'en créer des nouveaux. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question, toujours de Quentin Delagarde. Tu sais, on a parlé beaucoup de partenariat tout à l'heure avec Jean-Luc. Et là, il y a un peu cette question qui se repose aussi, parce que tu nous as parlé du chargement. La question porte sur le temps de travail nécessaire, supplémentaire, en fait, pour installer les clôtures et gérer le pâturage tournant. Mmh. Alors, je ne l'ai pas mesuré.
Effectivement, ça nécessite donc de changer les clôtures tous les jours, enfin, du moins d'ouvrir et de refermer tous les jours. Mais en fait, bon, le plus long, c'est d'installer les paddocks. Et après, tous les jours, c'est un travail relativement rapide. Et puis, en contrepartie, ben, on a moins de travail à l'intérieur des bâtiments pour pailler. Donc, je ne l'ai pas chiffré. J'imagine que que ça se compense l'un dans l'autre. Entendu. Merci pour toutes tes réponses, Aude. Merci à tous et toutes d'avoir suivi ce nouvel épisode de la saison 2 des webinaires du réseau Défi Ferme. Bon, on espère comme toujours que le format vous a plu et puis qu'on a pu répondre à un maximum de vos questions. Ce qu'on vous rappelle à chaque fois, c'est que si vous avez des questions qui vous viennent dans les jours à venir ou s'il y en a certaines qui sont restées sans réponse, vous pouvez trouver le contact de nos deux intervenants sur leur page web qu'on vous a mis dans le chat et qu'on remet en description du webinaire. Donc en tout cas, on espère avoir répondu à un maximum de vos questions. Et puis on vous rappelle que le prochain webinaire se tiendra le 10 avril et qui portera sur l'animation d'un groupe d'agriculteurs. Donc là, ce sera uniquement un sujet sur l'accompagnement. Vous pouvez retrouver le lien pour vous inscrire dans la description et dans le chat. Merci à tous et bon après-midi.